En 68 après Jésus-Christ, Rome est en paix depuis presque un siècle. L'Empire est prospère et les temps troublés appartiennent désormais au passé. Les Romains mènent une vie confortable et raffinée. Aux premières lueurs du jour, les hommes s'apprêtent à recevoir des visiteurs. Les femmes prennent soin d'elles avec des produits de beauté à base de minerais et de cendres. Elles raffolent des parfums importés des quatre coins de l'Empire. Les plus fortunés portent des toilettes aux couleurs éclatantes, de luxueux bijoux et arborent des coiffures très recherchées. Chez les hommes, la mode est au rasage de près. Et à en croire le satiriste Martial, à cette époque, suivre la mode pour un homme n'a rien d'une partie de plaisir. Ces stigmates que vous comptez sur mon menton me font ressembler à un vieil athlète. Ils ne sont pas l'ouvrage d'une épouse acariâtre, je les dois au fer et à la main scélérate de mon barbier. De tous les animaux, seul le bouc a le courage de vivre avec sa barbe, de peur d'avoir affaire à ce dernier. Ces paisibles vanités cesseront de préoccuper les Romains en 68 après Jésus-Christ, année au cours de laquelle Néron est renversé, entraînant dans sa chute une dynastie à la tête de Rome depuis près d'un siècle. La révolte naît en Gaule et se propage rapidement en Hispanie. Les légions postées dans ces provinces se soulèvent et marchent sur Rome. Néron s'est suicidé. La guerre civile menace l'Empire. Les généraux des autres provinces hésitent à entrer dans la bataille. La Judée est contrôlée par un homme rompu aux réalités de la guerre. Il a pour nom Vespasien. C'est l'un des généraux romains qui a remporté le plus de victoires. Depuis 3 ans, il lutte pour réprimer une révolte qui agite la province. La victoire lui étant pratiquement acquise, Vespasien nourrit à présent des ambitions surprenantes pour un homme de son rang. Vespasien n'appartient pas à la vieille aristocratie. Sa famille est originaire d'une petite ville proche de Rome, mais à des années-lumière de l'aristocratie. Son père et son grand-père ont été soldats et collecteurs d'impôts. Il aime donner l'image d'un homme du peuple, d'un homme de terrain, proche de ses soldats. Les troupes de Vespasien, ainsi que les légionnaires d'autres provinces, le poussent à prendre le pouvoir. Il profite de l'occasion pour mener ses troupes en direction de la capitale. Leur progression débute dans les Balkans avant de contourner la mer Adriatique pour rejoindre Rome. À peine ont-ils atteint l'Italie qu'ils se retrouvent nez à nez avec l'ennemi. Un ennemi qui, pour la première fois depuis un siècle, est romain lui aussi. Dion Cassius relate la tragédie dans son histoire romaine. Les combattants s'affrontaient comme ils l'auraient fait contre des étrangers. Aussi, la nuit ne les fit pas céder. On pouvait les voir chaque fois que la lune se dégageait, tantôt combattre, tantôt se tenir immobiles, s'appuyant sur leurs lances, ou même assis. Un autre instant, on se parlait l'un à l'autre en particulier. « Camarades, citoyens, que faisons-nous? Pourquoi nous battre? Viens de mon côté. Non, mais toi, viens du mien. » Ces échanges se prolongèrent toute la nuit, jusqu'à l'aurore. À l'aube, les hommes de Vespasien prennent l'avantage. Ils dominent leurs compatriotes et mettent à sac une ville voisine. Stimulés par l'odeur du sang et le pillage, ils s'approchent à présent de Rome. La capitale de l'Empire devient le champ de bataille de deux armées rivales
entre lesquelles les citoyens romains se retrouvent pris en tenaille. La ville était soumise au pillage. Ici, des civils combattaient. Là, d'autres fuyaient. Certains d'entre eux pillaient et massacraient pour sauver leur vie en se faisant passer pour des assaillants. « 50 000 soldats sont morts, mais les troupes de Vespasien ont remporté la bataille. Le Sénat, en situation d'infériorité, ne peut qu'officialiser sa victoire. Désormais, Vespasien est le nouvel empereur de Rome. La guerre civile a révélé l'inavouable secret de l'Empire, à savoir que le pouvoir repose sur la force militaire. Quiconque dispose d'une force militaire suffisante peut prétendre au trône impérial. Et tous les futurs empereurs garderont cette réalité en tête. Rome est à présent une dictature militaire, et l'avenir de ses citoyens est incertain. Mon ami, je vous écris accablé de tristesse. La plus jeune fille de notre ami Fundanus vient de mourir. Pline le Jeune est le témoin de son époque. Ses écrits témoignent de ses efforts pour mener de concert vie privée et vie publique à une époque particulièrement troublée. Je n'ai jamais vu une personne plus jolie, plus aimable, plus digne de vivre. Elle n'avait pas encore 14 ans et déjà, elle montrait toute la sagesse et la prudence d'une femme mûre. Morte prématurément, elle était sur le point d'épouser un jeune homme très aimable. Le jour des noces était fixé. Nous y étions déjà invités. Hélas, quelle horreur succède à tant de joie. Pline n'était qu'un enfant lors de la guerre civile. Il est né dans une famille fortunée originaire du nord de l'Italie. Loin de la capitale, il n'a pas été touché par la violence de la guerre. Néanmoins, le destin ne l'a pas épargné pour autant. Son père est mort alors qu'il n'était qu'un jeune enfant. Ce drame familial n'a rien d'inhabituel à l'époque. Lorsqu'ils échappent au désastre de la guerre, nombre de jeunes Romains meurent de maladie et de faim. Quant aux femmes, elles ne survivaient pas toujours aux accouchements. Deuils et obsèques rythmaient la vie quotidienne. Les épitaphes parvenues jusqu'à nous témoignent de l'éternelle douleur de la perte d'un proche. Ici je repose. J'ai vécu 27 ans, dont 16 ans de mariage. J'ai été une épouse fidèle et donné naissance à 6 enfants dont un seul m'a survécu. À ma tendre épouse, qui a vécu à mes côtés pendant 18 ans et ne m'a donné aucun sujet de plainte, hormis en ce jour où j'implore les esprits de me la rendre et de mettre un terme à cette cruelle séparation. Des lamentations auxquelles Pline le Jeune ne peut être insensible. Les événements vécus lors de sa jeunesse lui ont très tôt fait découvrir la fragilité de l'existence. Il en tirera comme enseignement que seule la renommée permet de supporter ces drames. En écrivant des chroniques sur son époque, Pline espère façonner l'héritage de l'Empire ainsi que le sien. La mort de ces grands hommes, qui consacrent leur veille à l'immortalité, est toujours cruelle et vient toujours trop tôt. L'incertitude de ma mort et mes écrits me reviennent à l'esprit. Je ne doute pas que vous ressentiez les mêmes alarmes pour les vôtres. Ainsi, pendant que nous jouissons de la vie, travaillons à ne laisser exposer aux caprices de la mort que le moins d'ouvrages que nous pourrons. Alors que Pline fait l'amère expérience de la précarité de la vie au 1er siècle de notre ère,
Vespasien affronte en Égypte les réalités de l'héritage de la politique menée par le passé. Si ses troupes contrôlent la capitale de l'Empire, il sait que le pays des pharaons est la clé de la suprématie. Il doit s'assurer du bon approvisionnement de Rome en nourriture, et notamment en céréales provenant des bords du Nil. Il doit contrôler l'armée stationnée en Égypte et a besoin de l'aura que peut lui conférer sa culture millénaire. Vespasien, nouvel empereur inattendu, manquait encore de cette autorité et de cette majesté propre au souverain, mais il ne tarda pas à les acquérir. Le biographe romain Suétone rappelle les premiers pas hésitants du nouvel empereur. Deux hommes du peuple, l'un aveugle et l'autre boiteux, se présentèrent devant son tribunal. Ils le prièrent de les guérir, sur l'assurance que l'un recouvrerait la vue si l'empereur voulait imprégner ses yeux de salive, et que l'autre se tiendrait ferme sur ses jambes s'il daignait lui toucher le pied. Vespasien, n'augurant aucun succès d'une telle cure, n'osait pas même l'essayer. Ses amis l'encouragèrent. Il fit donc l'une et l'autre expérience devant le peuple assemblé et réussit. Tous les empereurs ont besoin de légitimité, d'autorité. Il leur faut une preuve que leur pouvoir vient de l'au-delà, des dieux. Et il est très fréquent de rencontrer ce genre d'histoires miraculeuses, indispensables à la légende des empereurs. Et plus particulièrement chez Vespasien, qui n'a reçu le pouvoir de personne. Comme il n'appartient pas à la dynastie régnante, il a besoin de ces signes d'autorité. Vespasien assume donc de bon gré son nouveau statut. Mais il sait que la réputation ne suffit pas pour maintenir l'unité de l'Empire et que son véritable pouvoir vient de l'armée. Rien de mieux qu'une victoire à l'étranger pour le consolider. Très vite, la Judée, province qu'il a quittée hâtivement un an auparavant, retient son attention. La Judée est à feu et à sang. Depuis 5 longues années, les Juifs mènent une guerre de libération contre Rome. La révolte est d'une incroyable violence et entraîne des coups faramineux. En 70 après Jésus-Christ, les Romains ont réduit la majeure partie de la Judée à l'état de ruine. Les résistants juifs ont été décimés et tous les survivants, réfugiés à l'intérieur des murailles de Jérusalem, sont assiégés. Tous sauf un, et non des moindres, Flavius Joseph. Flavius Joseph est un aristocrate juif. Il a été éduqué comme un pharisien avant de devenir un chef militaire et de se battre pour la liberté de son peuple. Mais il a été convaincu, ou il s'est lui-même convaincu, que Dieu était du côté des Romains dans cette guerre. Quelques mois plus tôt, Flavius Joseph était un insurgé. Mais il a changé de camp après avoir été fait prisonnier. À présent, il opère en toute liberté aux côtés des Romains, à l'extérieur des murailles de Jérusalem. Il fournit ainsi de précieuses informations à l'envahisseur. Les anciens alliés de Flavius Joseph ainsi que sa propre famille sont à l'intérieur de la ville assiégée. Il supplie ses compatriotes de se rendre. Je fis le tour du rempart. Je les suppliais maintes fois de s'épargner eux-mêmes, leur patrie et le temple. Quelle région a échappé aux Romains? Partout, la fortune s'est prononcée pour eux, et Dieu séjourne maintenant en Italie. Ô homme dur comme le fer, jetez vos armes, commencez à prendre pitié de votre patrie qui va à sa ruine. Les mêmes dangers menacent ma famille. Peut-être croit-on que c'est la raison pour laquelle je vous donne ces conseils. Eh bien, tuez-les, ou prenez mon sang pour prix de leur salut. Les insurgés ignorent ces appels.
L'étau romain continue de se resserrer. Les légionnaires déracinent tous les arbres à des kilomètres à la ronde pour construire une gigantesque tour afin de pénétrer dans la forteresse. Les tunnels creusés par les rebelles pour s'approvisionner ont fragilisé les murailles. À la stupéfaction générale, soudain, l'une d'entre elles s'effondre, permettant aux Romains de s'engouffrer à l'intérieur de la brèche. Juifs et légionnaires s'affrontent dans des corps à corps sanglants, au milieu des rues étroites et sinueuses de la ville. Rapidement, les derniers rebelles se retrouvent acculés à l'intérieur de leur ultime bastion, le Temple, sanctuaire sacré au cœur de la cité. Le Temple est le symbole de la foi. Et pas seulement aux yeux des Juifs de Jérusalem, mais aussi pour tous ceux qui vivent autour de la Méditerranée, y compris ceux qui n'ont jamais mis les pieds à Jérusalem et qui n'ont jamais vu le Temple de leur vie. Il représente à leurs yeux l'emblème de la continuité du judaïsme. Bien que sacrés, les murs du Temple ne peuvent empêcher le massacre bien longtemps. Les archers romains lancent des flèches enflammées à l'intérieur du Temple qui prend feu. Les légionnaires envahissent le lieu sacré. Flavius Joseph ne peut qu'assister au massacre. Tout n'était que mort et fuite. On égorgeait un très grand nombre de gens faibles et sans armes, partout où on les rencontrait. Autour de l'autel, une multitude de cadavres s'amoncelait. Sur les marches du temple, le sang coulait à flots et les corps de ceux que l'on venait de massacrer roulaient à terre. Le crépitement des flammes déchaînées se mêlait au gémissement de ceux qui tombaient. Un bruit terrifiant qu'on ne peut imaginer. La rébellion est matée au prix de milliers de morts. Mais du côté des insurgés, la destruction du temple est encore plus terrible que le carnage humain. Privés de lieux saints où pratiquer leur culte ancestral, les Juifs de Jérusalem craignent alors l'extinction de leur religion. Mais le judaïsme survit. Les Juifs, éparpillés à travers l'Empire, parviennent à perpétuer leurs pratiques religieuses et leur culture. Ironie du sort, Flavius Joseph est l'un d'entre eux. Le collaborateur suit les légions victorieuses à Rome, où il obtient la citoyenneté romaine. Mais il n'oubliera jamais sa culture. Dans le but probable de soulager sa conscience, Flavius Joseph consacrera le reste de sa vie à consigner les événements auxquels il avait assisté. Il deviendra l'un des plus grands chroniqueurs de l'histoire des Juifs. J'ai passé tous ces derniers jours à composer, à lire. Vous vous demandez comment cela se peut avec tous ces spectacles de cirque. Ils ne me tentent pas, même légèrement. Quel étonnement de constater que des milliers d'hommes ont la puérile passion de revoir de temps en temps des chevaux qui courent et des hommes qui conduisent des chars. Pendant que la Judée brûle, la capitale de l'Empire romain connaît des jours paisibles, et Pline mène la vie d'un jeune Romain de bonne famille. Il s'installe à Rome avec sa mère. Elle estime que seule la capitale est à même d'offrir à son garçon une éducation appropriée. Mais comme l'écrit le jeune homme, Rome est une ville de contraste, dotée de richesses, mais qui gaspille sa culture. Cette année, nous avons des poètes à foison, malgré le peu d'empressement qu'ont nos Romains d'aller entendre les pièces nouvelles. Qu'est devenu le temps que nos pères nous ont vanté? Un jour, alors que l'empereur Claude se promenait dans son palais, il entendit un grand bruit. On lui dit qu'un poète lisait publiquement l'un de ses ouvrages. L'empereur, qui aimait les lettres, surprit agréablement l'assemblée par sa présence. Mais aujourd'hui, l'homme, même s'il dispose de temps, dédaigne les arts. Il est fort probable que le raffinement perdu que déplore Pline ne corresponde plus à la réalité. Rome change tout au long du 1er siècle. De nombreuses familles patriciennes s'éteignent, laissant place à de nouvelles lignées comme celle de Pline.
Les étrangers jouissent également d'une influence grandissante et leur culture marque fortement Rome. De nouvelles religions, comme les cultes d'Isis et Mithra, originaires d'Orient, ainsi que la philosophie grecque, sont accueillis favorablement. Les Romains ne prônaient pas l'impérialisme culturel et n'imposaient pas leur culture aux peuples soumis. Au contraire, ils laissaient une grande liberté. Les cultures locales avaient la possibilité d'apporter leur propre contribution de différentes façons. La volonté de Rome d'assimiler les cultures étrangères est la clé de la puissance de l'Empire. Mais ce n'est pas du goût de certains, profondément troublés par cette évolution. Vers la fin du 1er siècle, le poète latin Juvénal écrit de virulentes satires, exprimant les frustrations de nombreux Romains. Peu de communautés échappent à sa plume acerbe. Je le déclare, je suis consterné par une race, les Grecs, qui emplit Rome. Depuis longtemps, cette lie achéenne, dans ses flots d'étrangers, coule au Tibre et transmet à Rome ses coutumes, sa langue, ses chanteurs aux bizarres costumes, sa lyre à cordes obliques. Accourez vers le cirque, ils ont un lit meilleur que moi dans les festins. N'est-ce donc rien d'avoir en naissant respiré l'air de la cité le premier ? Juvénal est un satiriste qui tire sur tout ce qui bouge. Par ses sarcasmes, il crée un personnage qui lui ressemble. Ce personnage, c'est celui du bon Romain, tel qu'il devrait être, dans une cité où tout va mal. Rome n'est plus ce qu'elle était. Elle est envahie d'étrangers. Juvénal est le porte-parole d'un Romain de l'ancienne génération qui regrette l'évolution du monde qui l'entoure. Pire encore, cette femme au début d'un repas qui, de sa balance agile, pèse Homère et Virgile. Elle parle, elle parle. Quel cliquetis de mots, c'est comme un carillon. Dans ce tapage extrême, l'avocat, le crieur n'oserait parler. Ces choses sont de la compétence des hommes. Mais tous ses contemporains n'ont pas l'aigreur de Juvénal. Le 1er siècle atteint ses dernières décennies, et la plupart des Romains affichent un regain d'optimisme, convaincus que l'Empire est de nouveau sur pied. Grâce à la conquête de Jérusalem, les Romains connaissent leur première victoire depuis des années. Flavius Joseph, l'ancien rebelle, se souvient. Après son triomphe et le solide affermissement de l'Empire romain, Vespasien résolut de bâtir le Temple de la Paix. Il fut achevé en très peu de temps et avec une splendeur qui dépassait toute imagination. L'empereur sut en effet faire emploi de ses prodigieuses richesses et il l'embellit encore par d'anciens chefs-d'œuvre, peintures et sculptures. Il transporta et exposa dans ce temple toutes les merveilles que les hommes avant lui devaient aller chercher dans divers pays au prix de longs voyages. Il y consacra les vases d'or provenant du temple des Juifs, butin dont il était particulièrement fier. Flavius Joseph a bien compris qu'il s'agit là d'un tournant crucial, le symbole de la renaissance d'un empire traumatisé par la guerre civile, de la guérison d'une société blessée et de l'invulnérable autorité du nouvel empereur Vespasien. Il a remis sur pied une capitale déchirée par la guerre, fait construire des temples, un théâtre et entrepris l'édification d'un gigantesque amphithéâtre baptisé plus tard le Colisée. Il a construit également quelque chose de beaucoup plus abstrait, mais de tout aussi inédit, l'image d'un nouvel empereur. Vespasien était d'une grande familiarité dans ses entretiens et s'abandonnait parfois à une bouffonnerie leste. Son fils, Titus, lui reprochait d'avoir instauré un impôt sur les urines. Il lui mit sous le nez le premier argent qu'il perçut de cet impôt et lui demanda s'il sentait mauvais. Titus, lui ayant répondu que non,
c'est pourtant de l'urine, dit Vespasien. Vespasien finance les dépenses par de nouveaux impôts. Il aborde les affaires de gouvernement avec un humour truculent et un sens commun souvent absent chez ses prédécesseurs. D'appétit frugal, il est également facilement abordable. Vespasien avait la taille carrée, les membres fermes et vigoureux, les traits tendus. Aussi, un jour, un bouffon qu'il pressait de dire un bon mot sur son compte lui répondit assez plaisamment « Je le ferai dès que tu te seras soulagé ». L'empereur éclata de rire et l'Empire soupira de soulagement. Après des décennies d'abus et d'incertitudes, Vespasien devient plus qu'un général conquérant. Il incarne un espoir de stabilité pour tout l'Empire. Vespasien, cet aventurier de la politique, a été capable de fonder une nouvelle dynastie et a exercé le pouvoir pendant 10 ans contre toute attente, pourrait-on dire. Il est parvenu à restaurer la stabilité qu'Auguste avait imposée plusieurs décennies plus tôt. Rome tout entière tire profit de la sérénité de Vespasien. Pour Pline le Jeune, cet empereur atypique ouvre le monde. Il n'est pas encore adolescent lorsque Vespasien prend le pouvoir. Lors de la décennie suivante, Rome devient la ville enivrante où il fait bon vivre. Pline fut formé par les professeurs les plus prestigieux, et plus particulièrement par son oncle. Un homme né loin du centre du pouvoir, dont les prodigieux talents attirèrent l'attention de l'empereur. Ils lui permirent de pénétrer à l'intérieur du cercle fermé de ses conseillers. L'oncle de Pline était un érudit accompli et un auteur prolifique. Il rédigea une encyclopédie de 37 volumes portant sur les sciences naturelles. Ses écrits couvrent tous les domaines, de la vie aquatique au mouvement de la planète. Ils constituent un témoignage unique de la vision du monde à l'époque de la Rome antique. Lorsqu'elle sent sa capture approcher, la pieuvre expulse une encre noire dont elle est dotée en guise de sang qui lui permet de se dissimuler dans l'eau noircie. La planète est divisée en 3 continents, l'Europe, l'Asie et l'Afrique. Lorsqu'elles meurent, les abeilles peuvent être ramenées à la vie, dit-on, en les recouvrant de la panse d'un bœuf fraîchement tué. Nous vivons une joyeuse époque de paix, écrit Pline l'Ancien, sous le règne d'un empereur qui accueille avec bienveillance la recherche et l'écriture. Pline le Jeune est impressionné par l'inépuisable curiosité et les incroyables efforts de son oncle. Travail et compétences, comme il l'observe, pavent la route du succès. Ils ont permis à son oncle de devenir une figure illustre. Vous êtes surpris. Comment un homme dont le temps était si rempli a pu écrire tant de volumes? Mais c'était une application incroyable. Il commençait ses veilles aux fêtes de Vulcain. Il se mettait à l'étude dès que la nuit était tout à fait venue. Il n'était pas possible de moins donner au sommeil, qui quelquefois le prenait et le quittait sur les livres. Avant le jour, il se rendait chez l'empereur Vespasien, qui faisait aussi un bon usage des nuits. De là, il allait s'acquitter de ce qui lui avait été ordonné. Vespasien récompensa l'oncle de Pline le Jeune en lui offrant des postes importants en Hispanie, en Gaule et en Afrique. C'est avec une grande joie que ce dernier apprit le retour de son oncle en Italie pour commander la flotte romaine. Mais en 79, une mauvaise nouvelle afflige Pline le Jeune. Après avoir régné pendant 10 ans, le protecteur de la famille, Vespasien, tombe gravement malade. Il sait que ses jours sont comptés, mais il conserve son légendaire humour jusqu'à son dernier souffle. « Oh ciel !» fit-il, imitant l'habitude des empereurs mourants et se prenant pour des divinités. « Je crois que je deviens un dieu. » Vespasien a réussi à sortir Rome de la plus grande crise du siècle, une guerre civile, et a laissé un empire plus fort que jamais. Hélas, il perpétue une néfaste tradition. « Mes enfants me succéderont ou personne », déclare-t-il ouvertement au Sénat de son vivant. L'empire demeure affecté d'une tare, la succession héréditaire.
Vespasien n'aura rien fait pour modifier cela. Et le jour est venu. Le public s'était déjà rassemblé pour le spectacle de notre punition, et ceux qui allaient mourir étaient forcés de marcher dans l'arène. La violence ritualisée est le spectacle favori du peuple romain depuis des siècles. Criminels, esclaves, prisonniers de guerre sont souvent envoyés dans les arènes, où ils doivent se battre jusqu'à la mort devant la foule en délire. Tout autour de moi, je peux entendre les instruments de mort. J'entends le son de la lame qu'on aiguise, celui des armes en métal chauffant dans le brasier, le cliquetis des lances et le claquement des fouets. Les trompettes sonnent le glas. On apporte le brancard, parade funéraire avant la mort. Partout je vois du sang, des hommes blessés gémir, rien d'autre que le danger. Force est de reconnaître que les Romains appréciaient particulièrement le spectacle des mises à mort. C'est l'une des caractéristiques fondamentales de la Rome antique. Dès son fondement, c'est une société très militarisée. Assister au combat de gladiateurs est une façon de voir le symbole de leur prouesse guerrière et d'assouvir cette soif de sang qui a toujours fait partie du caractère national. Si la plupart des participants au jeu l'étaient malgré eux, certains y allaient de leur plein gré et ont été immortalisés par des graffitis. Le Thrace Céladus fait soupirer les filles. Le gladiateur Crescens prend ses admiratrices dans son filet. Les gladiateurs étaient d'une certaine façon les stars de cinéma d'aujourd'hui. Ils pouvaient devenir très célèbres et très riches. Il y avait une ambiance presque similaire à celle du show business. Le désir de popularité poussait probablement de nombreux gladiateurs à aller dans les amphithéâtres et à se battre malgré les risques encourus. Suetius Certus présente un combat de gladiateurs qui se produira à Pompéi le 31 mai. Place à l'ombre garantie. Lors de l'été de l'an 79 après Jésus-Christ, Pompéi est une ville florissante de 10 000 âmes. Beaucoup d'entre elles nous sont connues grâce à un coup du sort qui a préservé leur monde pendant 2000 ans. À l'image des autres villes de l'Empire, Pompéi est dotée d'un stade, de théâtres, de temples, de bains publics et de nombreux commerces. Les habitants pouvaient manger, boire, faire connaissance dans les tavernes qui bordaient les rues. Ici, une boisson convenable ne coûte que quelques pièces. Pour 2 fois plus, vous avez une meilleure qualité. Et pour 4 fois plus, vous pouvez savourer le meilleur vin. Le vin était vendu par les frères Vétilli. Anciens esclaves, ils devinrent marchands de vin et firent fortune. Leur demeure spacieuse et d'une grande élégance débordait de signes extérieurs de richesse. On estime que ce portrait appartient à un couple propriétaire d'une boulangerie. Ils posent, tenant les symboles de leur éducation et de leur rang. De l'autre côté de la ville, habitait une femme du nom de Julia Félix, riche propriétaire foncière, qui louait des terrains situés sur son vaste domaine. Dans les propriétés de Julia Félix, on loue des bains luxueux, des boutiques, des tavernes, des bureaux et des chambres hautes.
On y trouve également l'édifice de Machia, femme d'autorité d'une grande richesse, si appréciée pour ses contributions à Pompéi qu'elle eut droit à une statue érigée en son honneur. La région comptait de nombreuses personnes comme elle. Elle était surtout habitée par une population grouillante où se côtoyaient riches et pauvres. Les graffitis de l'époque nous permettent de découvrir leur vie quotidienne. Une urne de bronze a disparu de notre taverne. Si quelqu'un la rapporte, il recevra 65 sesterces. Les graffitis de Pompéi sont formidables, parce qu'il s'agit là d'une voie informelle très intéressante pour nous qui sommes habitués à consulter des sources provenant de la littérature classique, des discours impériaux, etc. En entrant dans une taverne, vous pouviez retrouver cette inscription concernant la fille du patron. Successus, le tisserand, est amoureux d'Iris, l'esclave de Coponia, qui ne se soucie pas de lui et qu'il supplie. Et dessous, écrit par quelqu'un d'autre, vous pouviez voir, un rival a écrit ces mots, « Porte-toi bien ». Jaloux, ne t'en prends pas, parce que tu en crèves à un plus beau que toi, et qui est un type bien. Je l'ai dit, je l'ai même écrit. Tu aimes Iris qui ne t'aime pas. Ces rivalités disparaîtront toutes le 24 août de l'an 79. Ce jour-là, Pline le Jeune, âgé de 17 ans, est en voyage avec sa mère dans la baie de Naples, près de Pompéi. Son oncle est venu de Rome dans le cadre de ses obligations professionnelles. Soudain, un nuage inhabituel s'élève au-dessus du mont Vésuve. Un nuage montait, à l'aspect d'un pin, qui, en s'élevant, avait la forme d'un long tronc qui s'élargissait dans les airs en rameaux. Il parut bon à mon oncle que ce grand phénomène fût étudié de plus près. Il ordonna d'affréter une chaloupe. Il tint un cap rectiligne, le gouvernail droit sur le danger, tellement détaché de la peur qu'il notait toutes les phases et toutes les structures de cette catastrophe. Déjà les cendres tombaient sur les bateaux. Plus il approchait, plus elles devenaient chaudes et denses et étaient accompagnées de pierres ponces et de cailloux noirs carbonisés par le feu. Mon oncle rejoignit la villa de son ami qui tremblait. Pour l'apaiser avec sang-froid, il demanda d'être amené au bain. La cour d'où l'on accédait à son appartement était déjà recouverte par de la cendre. Les bâtiments vacillaient sous les tremblements fréquents et importants. C'était le jour, mais l'obscurité envahissait tout. Ensuite, des flammes et l'odeur de soufre mirent les autres en fuite. Là, couché sur un drap, il réclama de l'eau froide. Il se redressa et retomba aussitôt à cause de sa respiration obstruée par une vapeur épaisse. La lumière revint au 3e jour. Pline le Jeune survit au désastre, mais pas son oncle. Poussé par son insatiable curiosité, il périt parmi des milliers d'autres victimes. Pompéi et la cité voisine d'Herculanum sont ensevelis sous un torrent de cendres et de boue et oubliés pendant 1600 ans. Nous engageâmes un porteur du nom de Corax, qui se révéla plus embarrassant qu'utile. Il posait à chaque instant nos bagages en nous maudissant de marcher si vite. « Me prenez-vous, disait-il, pour une bête de somme? Je suis aussi libre que vous, bien que mon père m'ait laissé dans la misère. » Non content de ces invectives, il levait de temps en temps la jambe et remplissait l'air d'un bruit obscène en même temps que d'une odeur suffocante. Les Romains qui gagnent durement leur vie écrivent rarement leurs mémoires. La vigoureuse majorité de porteurs, cuisiniers, maçons et marchands sont la plupart du temps illettrés. Même ceux qui savent écrire
n'ont guère de temps à consacrer à la réflexion. C'est la raison pour laquelle nous connaissons leur vie à travers la voix de leurs maîtres, des personnes que leur fortune dispensait de travailler pour vivre. Certains négoces sont trop grossiers et vulgaires pour un gentilhomme. Nous méprisons les douaniers et les prêteurs. Nous sommes au-dessus de ces occupations n'exigeant qu'un travail sans connaissance. Ils ne sont pas mieux que des esclaves. Les nombreux esclaves assurant le bon fonctionnement de l'Empire sont encore plus silencieux. On les trouve partout, dans les mines, aux champs et dans les maisons. La plupart d'entre eux sont des prisonniers de guerre et certains sont esclaves de naissance. Même si dans l'Antiquité, l'esclavage peut s'avérer particulièrement cruel, chez les Romains, il présente une spécificité. L'esclavage n'était pas basé sur la race. On pourrait dire que c'était une condition ouverte à tous, en quelque sorte. Chacun pouvait être réduit à l'esclavage. En fait, la différence majeure entre l'esclavage de l'Antiquité et l'esclavage moderne, c'est l'absence de discrimination raciale. Les esclaves sont tellement bien intégrés à la population que le Sénat envisage un temps une mesure visant à les distinguer par un vêtement. L'idée est rejetée. Le Sénat craint de voir des esclaves prompts à se révolter après avoir pris conscience de leur grand nombre. Pline le Jeune connaît l'esclavage. Sa famille possède de grandes propriétés, de grandes villas et, comme la majorité des Romains, de nombreux esclaves. Même si les révoltes d'esclaves sont rares, Pline sait que le mécontentement est général. Je dois te conter les dernières cruautés exercées sur Lardius Macédo par les mains de ses esclaves. Il prenait un bain dans sa maison de Formie lorsque tout à coup ses esclaves l'entourèrent. L'un le prit à la gorge, l'autre le frappa au visage, et celui-là lui donna des coups dans des endroits que la pudeur ne permet pas de nommer. Vois, je te prie, à quel danger, à quelle insolence et à quel outrage nous sommes exposés. Il était maître dur, inhumain, mais personne ne doit se croire en sûreté parce qu'il est doux et humain, car les esclaves n'égorgent point leur maître par raison, mais par fureur. Pour Pline et ses contemporains, l'esclavage fait partie de l'ordre naturel des choses. Il est même rationalisé, justifié en évoquant tout simplement les notions de supériorité et d'infériorité que l'on retrouve dans la nature. Dans une société rigoureusement ordonnée, l'aristocratie terrienne, à laquelle appartient la famille de Pline le Jeune, ne peut que trouver des perspectives encourageantes. À l'âge de 18 ans, après avoir hérité de la fortune de son oncle, le jeune Pline décide de suivre la voie de son aîné. Il se lance dans une carrière juridique et politique. Si Pline l'Ancien a pu briller sous le règne d'un bon empereur, le jeune homme doit se faire un nom dans des conditions radicalement différentes. En l'an 81, le plus jeune fils de Vespasien, Domitien, accède au pouvoir. Il restera comme l'un des tyrans les plus terribles de l'histoire de Rome. Suétone le décrit. Au début de son règne, il s'enfermait tous les jours pendant 1 heure pour s'occuper de prendre des mouches et de les percer avec un poinçon très aigu. Ce qui donna lieu à cette réponse plaisante de Vibius Crispus, à qui l'on demandait s'il n'y avait personne avec l'empereur. « Non, dit-il, pas même une mouche. » La barbarie de Domitien était soudaine. Un soir, il fit appeler son receveur avec qui il dîna dans son cabinet. Le lendemain, l'homme était mis en croix. Domitien laisse libre cours à ses caprices. Il condamne pour haute trahison, fait exécuter ou exiler ses détracteurs, même les plus modérés. Il terrorise l'élite romaine et conduit Pline le Jeune à relever le plus grand défi de son existence. Traverser une époque troublée sans trahir ses valeurs et conserver son honneur tout en gravissant les échelons d'un régime despotique.
Pline admire et sympathise même avec ceux qui osent défier l'empereur. Mais finir en martyr n'est pas la voie qu'il a choisie. Il préfère placer sa morale sur le terrain du compromis. Une décision des plus raisonnables en ces temps incertains. Il est travailleur et dévoué à ses amis comme aux tyrans. Tout en servant l'empereur, il arrange les mariages des enfants d'amis exilés, promeut leur carrière et leur prête de l'argent. Pline est apprécié. Un succès néanmoins altéré par le remords. J'ai évité l'infamie, mais ne mérite point la gloire pour autant. Lorsque Domitien expulsa ses détracteurs de Rome, j'allais trouver l'un d'eux, empruntai de l'argent et lui en fis don. J'avais lieu pourtant de trembler pour moi-même. On venait de faire mourir ou d'envoyer en exil 7 de mes amis. La foudre tombée autour de moi tant de fois semblait me présager évidemment un semblable sort. Pline le Jeune était un politicien qui avait réussi sa carrière. Il s'était enrichi sous Domitien comme bon nombre d'hommes du même milieu social. On peut en conclure qu'il était possible pour des personnes appartenant à l'élite sociale comme Pline de collaborer avec un régime assurant un gouvernement convenable, même si l'empereur était un véritable tyran. À l'image de l'Empire, Pline traverse sans encombre cette époque troublée. En 96 après Jésus-Christ, les Romains renversent de nouveau leur despote. Domitien est assassiné par un groupe de conspirateurs dont sa femme fait partie. Une fois de plus, l'avenir de Rome se retrouve entre les mains de l'armée. Mais les événements suivent un cours exceptionnel. Les généraux s'entendent pour choisir un nouvel empereur qu'ils obligent à adopter un héritier étranger à sa famille. Une démarche totalement inédite, dont le résultat est un succès éclatant. Le nouvel empereur est un général né en Hispanie du nom de Trajan. Son règne contribue à faire avancer un peu plus Rome en direction de l'universalité. Désormais, les Romains fortunés et éduqués peuvent briguer les charges les plus élevées. Sous Trajan, l'Empire connaît sa plus grande extension. Il permet à des couches sociales, longtemps méprisées, de profiter de la prospérité de l'Empire. Trajan lance de grands travaux publics, allège les impôts et développe un programme de santé publique pour les enfants. Parmi ses plus fidèles soutiens figure Pline le Jeune. Le 1er siècle touche à sa fin. Pline peut apprécier pleinement sa réussite et vanter publiquement les louanges du nouvel empereur. Nous ne souffrons plus. Ne nous faisons point un dieu pour le flatter. Ce n'est pas un tyran, mais un citoyen. Ce n'est pas un maître, mais un père. Il se croit l'un de nous, et rien ne le distingue et ne le relève autant que de se confondre avec nous et de ne pas oublier qu'il est un homme. Trajan clôt une époque. Il donne le cap aux nombreuses générations à venir et sauvegarde les accomplissements du 1er siècle qui traverseront 2 millénaires jusqu'à nos jours. Aujourd'hui, l'Europe se rapproche de la puissante image laissée par l'Empire romain. Rome s'est approprié les cultures nées à l'est de la Méditerranée et les a propagées d'une manière spectaculaire. Elle a posé les fondations d'une vaste zone culturelle, c'est-à-dire l'Europe que nous connaissons. La Rome du 1er siècle nous montre l'exemple d'une grande société constituée de différents peuples et de différentes cultures. Tous ces peuples ont été capables de s'unir sur plusieurs fronts et de se séparer par la suite pour retrouver leurs particularités.
Au 1er siècle après Jésus-Christ, nous sommes au cœur du régime le plus puissant au monde. L'Empire est à son apogée. Et au milieu de cela, nous assistons à l'apparition de la notion de liberté humaine qui va se développer tout au long de la domination romaine. Tout autour de nous, les choses ont grandement changé. Mon travail m'a apporté le succès, le danger et de nouveau le succès. Vers la fin de sa vie, Pline le Jeune est sur le point d'entrer dans l'histoire en tant que témoin de son époque. Peu d'hommes ont connu de si près la puissance et la majesté de la Rome impériale. Peu également sont ceux qui connaissent aussi bien son côté sombre. La vision de Pline s'est inscrite dans la durée, et comme ceux qui l'ont précédé, il est persuadé que le meilleur visage de l'Empire perdurera. Je ne sais si la postérité aura pour nous quelques considérations. Mais en vérité, nous en méritons un peu. Je ne dis pas par notre esprit, il y aurait une sotte présomption à le prétendre, mais par notre application, par notre travail. Continuons notre route. Si par là, peu sont arrivés au comble de la gloire, par là du moins, beaucoup sont parvenus à se tirer de l'obscurité et de l'oubli. L'Empire romain survivra encore plusieurs centaines d'années. Les Romains du 1er siècle de notre ère laisseront un héritage méritant à jamais d'être glorifié.